Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Gabon 24. La faillite d'une entreprise est une étape qui jalonne malheureusement le parcours de nombreux entrepreneurs. Comme un être vivant, les sociétés, que l'on appelle également personnes morales, suivent un processus de naissance, de vie et de mort. On parle alors de la création de l'entreprise, de son développement et de sa faillite. La faillite d'une entreprise est un processus complexe qui peut s'avérer relativement long et stressant pour l'entrepreneur. Une occasion pour nous de nous questionner sur ses origines, ses conséquences et ses solutions s'il en existe. Mais avant de recevoir notre invité sur le plateau, vous connaissez la tradition, dites-nous, qu'est-ce que la faillite ? Faire faillite, selon moi, c'est... En économie, la faillite, c'est simplement le fait de mettre la clé sur le paillasson. Voilà. Je ne veux pas. En tant que professionnel, c'est perdre les fonds permettant de maintenir à flot son entreprise. Ça dépend pour ceux qui l'ont et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est être fauché, quoi. Alors, faillite est le mot qui fait l'écho. Allons-y découvrir de quoi il est question avec la voix. La voix, dites-nous, qu'est-ce que la faillite finalement ? La thématique de cette émission est la bienvenue quand on sait que de nombreuses entreprises, jeunes ou pas, disparaissent chaque année en raison de graves difficultés financières. La faillite est un terme courant dont le terme juridique est la cessation de paiement ou le dépôt de bilan. Faire faillite représente alors une situation dans laquelle une entreprise ne dispose plus des fonds suffisants pour honorer ses échéances et ses dettes. Autrement dit, un dirigeant peut estimer que son entreprise est en faillite lorsque sa situation comptable et financière ne lui permet plus d'honorer ses dettes avec ses propres fonds. L'entreprise doit alors déposer le bilan en déclarant sa cessation des paiements au tribunal. Dans ces conditions, les dirigeants et plus rarement des créanciers déclarent ce que l'on appelle l'état de cessation de paiement auprès du tribunal. Il faut retenir in fine que les causes liées à la faillite d'une entreprise peuvent être externes ou internes à la société, raison pour laquelle tout bon dirigeant doit comprendre et surveiller les événements pouvant provoquer la faillite de son entreprise afin de les anticiper au mieux et éviter par là même d'engager sa responsabilité. Je suis sûr que notre invité va mieux nous expliquer tout cela. Voilà, Modeste. Écho de l'écho reçoit Gilles Lépébé. Vous êtes conseil juridique. Bienvenue sur notre plateau. Merci Madame Ocom. Alors avec vous, nous allons aborder la question de la faillite, cette terreur pour les entrepreneurs. Mais déjà, nous dire quels sont les indicateurs à surveiller qui déterminent si oui ou non une entreprise est en situation de faillite. Les indicateurs. Bon, avant de me plonger les pleins pieds sur la thématique de la faillite, je voudrais d'abord la recadrer dans le contexte et son évolution. Voilà. Bien que le mot aujourd'hui soit de moins en moins usité, aujourd'hui on parle beaucoup plus du régime des entreprises en difficulté qui prend le pas avec les actes uniformes OHADA portant procédure collective d'apurement du passif, dont l'ancienne appellation est la faillite. Donc il faut dire que le droit de la faillite a connu une évolution dans le temps. Et dans cette évolution, il faut également dire que c'est dans une perspective de redynamisation et de restructuration des entreprises en difficulté que l'on aborde la question de la faillite. Faillite, d'accord. Donc il faut déjà avoir une entreprise qui a des difficultés financières. Dans ce cas-là, on va passer en revue un certain nombre de principes et des règles juridiques
pouvoir assurer la pérennité de l'activité de cette entreprise lorsque elle est en cessation de paiement et ne connaît pas une situation irrémédiablement compromise. Parce que le cas échéant, on va avoir à procéder à un sauvetage de celle-ci. Les indicateurs qui reviennent de manière récurrente, déjà la cessation de paiement, dès qu'elle est constatée, les retards de paiement, les retards sur les factures, la cessation de paiement en elle-même, et lorsque certains engagements sociaux, fiscaux ou commerciaux ne sont pas pris, on peut déjà d'ores et déjà dire que nous sommes en difficulté. Voici les indicateurs de manière succincte qu'on peut retracer et relever pour dire que nous sommes en difficulté, nous sommes en cessation de paiement et que la faillite n'est plus très loin de nous. Est-ce qu'il y a des points communs, par exemple, pour les petites entreprises, les grandes entreprises, les très petites entreprises? Lorsqu'on connaît la faillite, quels sont les points communs qu'ont ce différents types d'organisations? Les points communs, bon, qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise, on est déjà une unité de production, de biens ou de services. La taille n'a pas une influence sur le statut de l'entreprise que nous sommes. Que je sois une entreprise avec 5 employés ou une entreprise avec une cinquantaine d'employés, si j'ai une forme sociale de SARL, c'est indifférent. C'est par rapport à la dynamique que vous voulez impulser, vous choisissez la forme sociale. Voilà, donc la différence, généralement, la classification entre très petite entreprise, petite et moyenne entreprise et grande entreprise va généralement se situer au niveau de l'ampleur du volume de l'investissement. Ça, c'est l'un des critères qui permet de les différencier. Mais sur le plan juridique également, on sait par exemple qu'il y a une classification qui est faite entre les sociétés des personnes et les sociétés des capitaux. Et lorsque vous ne voulez pas immobiliser des grands capitaux, vous vous constituez sous la forme de sociétés de personnes. Il y a les sociétés en commandite simple, les sociétés en non collectif. Exemple, Mamadou et frères, Diallo et fils, ce sont les sociétés en non collectif qui exigent que chacun des associés ait la qualité préalable de commerçant. Et d'autre part, nous avons les sociétés dites des sociétés des capitaux. Dedans, vous avez les SARL et les sociétés anonymes, avec toute la nomenclature que l'on peut retrouver là-bas, celles qui font appel public à l'épargne, celles qui font leur introduction en bourse, mais elles doivent revêtir la forme de société anonyme parce qu'elles vont engranger des grands capitaux. Voilà les critères qui peuvent nous permettre de différencier tel ou tel type d'entreprise en TPE, PME ou grande entreprise. Vous nous avez rappelé que l'idée de la faillite même a évolué, oui, dans le temps grâce à certaines organisations internationales telles que l'OHADA. Et peut-être nous dire alors, pour qu'on comprenne bien concrètement, qu'est-ce qu'un individu perd lorsque sa société fait faillite? Qu'est-ce qu'un individu perd lorsque sa société fait faillite? Déjà, la crédibilité. Ça, c'est déjà un fait. La mise sous main de justice de ses actifs. C'est-à-dire? L'ensemble des actifs qui servent à l'exploitation de son entreprise. Parce que quand une entreprise vient à déclarer, une société vient à déposer le bilan et qu'elle est déclarée de ces faits en faillite, il y a un mandataire judiciaire qui va être désigné par le président du tribunal de la juridiction compétente du ressort dans lequel l'entreprise a son siège. Et c'est elle, il y a un dessaisissement qui va s'opérer des personnes, des dirigeants sociaux de l'entreprise vers la personne du mandataire judiciaire qui sera préalablement choisi par le président du tribunal sous décision de justice. Donc, il y a un dessaisissement. Ils n'ont plus la gestion, ils n'ont plus accès aux comptes, ils n'ont plus vraiment accès à toute la gestion de leur entreprise. Donc, ce que je perds, il y a mes actifs qu'on saisit, il y a également la crédibilité, quoi d'autre? Vous perdez la crédibilité, vous pouvez être interdit d'exercer, vous pouvez être un interdit bancaire, vous pouvez avoir l'interdiction d'exercer une quelconque activité bancaire, économique, voulais-je dire, exercer la qualité de dirigeant social dans une quelconque activité entreprise de la place. C'est le cas, par exemple, avec les entreprises qui font les établissements de crédit. Les établissements de crédit, lorsque l'entreprise vient à connaître une faillite, généralement, on retire aux dirigeants de cette société, cet établissement financier, son agrément COBAC. Voici l'une des conséquences.
Donc, si on lui retire son agrément COBAC parce qu'il a fait l'objet d'une mauvaise gestion de l'entité qui était placée sous sa direction, il va de soi qu'il ne pourra plus avoir des prétentions d'exercer en tant que dirigeant social d'un établissement de crédit, par exemple. Lorsqu'une société constate qu'elle est surendettée, quelle démarche effectuer pour son entreprise, pour déclarer que son entreprise est en faillite et que deviennent les dettes finalement? Parce que lorsqu'on a une entreprise, on peut avoir des dettes pour, vous l'avez dit, investir à la banque par exemple. Qu'est-ce que les dettes deviennent si je perds tout mon argent, je perds tout mon capital? Je fais quoi de tout ce que j'ai comme dette? Dans la position du débiteur que vous êtes, avant même qu'on en vienne à déclarer la faillite, il y a des indicateurs qui sont là. Comme je vous disais tout à l'heure, l'un des principaux indicateurs qu'on doit relever, c'est les retards de paiement ou la cessation de paiement. C'est quoi la cessation de paiement? La cessation de paiement intervient lorsque votre actif disponible, c'est-à-dire l'ensemble de vos disponibilités, n'arrive plus à faire face à votre passif exigible. C'est-à-dire dans la balance, vos dettes pèsent plus que vos disponibilités. À partir de ce moment, on ne déclare pas encore la faillite. Il y a tout un processus. Vous pouvez aller des procédures préventives aux procédures curatives. Donc, dans les procédures préventives, nous avons la conciliation, le règlement préventif. Dans les procédures curatives, nous avons le redressement judiciaire et la liquidation de biens, le cas échéant. C'est-à-dire là, il n'y a plus rien à faire. On réalise les actifs de l'entreprise, on désintéresse l'ensemble des créanciers et là, j'aborde la question des dettes. On désintéresse les créanciers et finalement, la société est dissoute. Qu'est-ce qui se passe alors au niveau de la conciliation ou de la conciliation pour les règles, les procédures préventives? L'article 1 de l'acte uniforme OHADA, portant procédure collective d'appurement du passif, dit que cet acte uniforme a pour objet d'organiser les procédures de règlement, les procédures préventives, de conciliation et les règlements préventifs, ainsi que les procédures curatives de redressement de biens et de liquidation judiciaire, afin de préserver l'activité de l'entreprise et de maintenir les emplois. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on ne déclare pas tout de suite faillite. Non, non, non. Il y a un processus, on essaie de mettre tout en place pour essayer de sauver l'entreprise, la restructurer. Et ne pas tout de suite dire que c'est fini. Systématiquement. On peut avoir des difficultés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont irrémédiablement compromises. C'est quand cette difficulté donne lieu à une situation irrémédiablement compromise que l'issue irrémédiable et fatale reste la faillite. Voilà. Et pour certains dirigeants sociaux qui sont des fins stratèges, lorsqu'ils pressentent ce danger imminent, ce risque, ils peuvent passer par l'augmentation du capital, renflouer davantage les caisses de l'État, c'est-à-dire céder des parts de l'entreprise qui existe déjà ou encore émettre de nouvelles pour pouvoir donner à l'entreprise la possibilité de revenir justement dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Voilà, et là, ça suit un plan de restructuration. Donc un plan social et tout ça là, mais ça doit se faire sous le regard des autorités publiques. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'entreprise est le principal pourvoyeur d'emploi dans un État. Ce n'est pas toujours intéressant de savoir qu'une entité économique qui a eu pignon sur rue, pourvoyeur d'emploi, qui a participé à la stabilité socio-économique de l'appareil étatique, vient en disparaître du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle l'État est obligé de mettre tout en œuvre pour parvenir à son sauvetage. Quelque chose qu'on a pu remarquer depuis l'apparition de la Covid-19 et toutes sortes de crises qu'on connaît depuis lors, les pouvoirs publics ont essayé de mettre en place des stratégies pour justement soutenir le secteur privé. Certains privés, effectivement. Parce que imaginez un peu qu'une entreprise vient à faire faillite aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les actionnaire qui auront perdu leur avantage, c'est également des familles qui vont se retrouver dans la rue, dans la misère, parce que le père ou la mère qui travaillait, qui survenait aux besoins de l'ensemble de toutes ces personnes-là qui étaient à sa charge, ne pourront plus le faire.
Et ça fait quoi? C'est les jeunes filles qui versent dans la prostitution, c'est les jeunes garçons qui versent dans le banditisme. L'État également, en tant que garant des politiques publiques, a l'obligation, à travers des politiques économiques, de pouvoir veiller à ce que ces entreprises-là restent viables. Très bien. Donc Voilà. là, vous nous avez parlé du processus avant la faillite. Et quand la faillite arrive, quelles Finalement. sont les formalités finalement en cas de faillite? Quelles Bon, sont les formalités les formalités sont les mêmes, qui hein. existent? Voilà, que la faillite soit déclarée ou pas encore. Vous regarderez les dispositions de l'article 5 de l'acte uniforme OHADA, à partir de la conciliation jusqu'à la liquidation judiciaire. Les formalités sont les mêmes. Que ce soit la conciliation, que ce soit le règlement préventif, que ce soit le redressement judiciaire ou encore la liquidation des biens, le débiteur ou ses créanciers, parce que la procédure collective d'appurement du passif, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Voilà, on a le mot faillite et aujourd'hui désuète. Il faut beaucoup plus parler des procédures collectives d'appurement du passif. C'est un processus dans le cadre duquel débiteurs et créanciers vont se retrouver pour pouvoir réfléchir sur la proposition qui sera faite par le débiteur, la proposition qui sera faite par le débiteur au moyen d'un concordat, une convention. Et là, c'est très technique ce que vous dites. Voilà. Le débiteur, c'est qui? C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Voilà, qui a failli, défaillante. Très bien. L'entreprise défaillante, c'est le débiteur. Donc, c'est lui qui va, premièrement, s'adresser aux autorités en disant « j'éprouve des difficultés ». Là, nous ne sommes pas encore dans la faillite. J'éprouve des difficultés. Il peut, soit au moyen d'une procédure confidentielle et conventionnelle, voir un ou quelques-uns de ses créanciers pour dire que j'ai des difficultés. Je voudrais que vous me fassiez des remises des dettes. Je vous dois par exemple 50 millions. Je ne peux pas les rembourser les 50 millions. Finalement, je voudrais que vous me concédiez un moratoire qui s'analyserait à une remise des dettes. Au lieu des 50 millions, je peux vous payer les 40 millions. Et si je ne suis plus en position de payer quoi que ce soit, j'ai fait faillite Là, finalement. vous faites comme en faillite et nous sommes dans la procédure de liquidation des biens. Donc, on va réaliser le reste de l'actif de l'entreprise qui existe encore, vraiment s'il en existe, pour essayer de désintéresser les créanciers selon un ordre de désintéressement, selon que les créanciers seraient pourvus d'une garantie ou non. C'est-à-dire leur rembourser leur argent. Voilà, oui, selon un ordre de désintéressement. Au sommet, on a les super privilégiés et à la base, on a les créanciers chirographaires qui ne justifient pas d'une garantie quelconque. Voilà. Il existerait plusieurs alternatives à la faillite, d'après ce qu'on nous a dit. Lesquelles sont-elles? Bon, les alternatives à la faillite que je pourrais énumérer ici, il y a déjà l'augmentation du capital. Si vous êtes en cessation de paiement et que vous n'avez pas l'argent, vous pouvez ouvrir votre capital à d'autres actionnaires pour avoir l'argent frais, avoir une trésorerie nette qui va vous permettre de fonctionner, donc le fonds de roulement qui va vous permettre de fonctionner et faire face à toutes ces difficultés. Il y a aussi l'hypothèse de fusion. Vous pouvez fusionner avec une autre entreprise, fusion-absorption. Vous pouvez céder une partie des actifs de votre entreprise. S'il est que vous avez une entreprise avec 7 établissements, vous pouvez céder 3 pour assurer au moins la viabilité de votre entreprise et assurer la viabilité de votre entreprise et céder ces 3-là pour pouvoir rester encore apparaître sur l'écosystème. Voici l'une des alternatives. Il y en a plusieurs qui permettent à un dirigeant d'entreprise, un chef d'entreprise, d'échapper à l'imminence ou encore au risque de faillite. Est-ce que c'est quand une entreprise est en défaillance et qu'elle licencie ses employés, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle de licenciement économique? Économique, oui, très souvent. Qu'est-ce que cela implique? C'est dans une perspective de restructuration. Quand on veut restructurer une entreprise, quand on veut restructurer sa dette, à un moment donné, les dépenses de l'entreprise vont être revues à la baisse. Et parmi ces dépenses-là, il y a quoi? Il y a les charges salariales. Donc, qui dit charges salariales? Si on veut diminuer les charges salariales de l'État, ça veut dire qu'il y a un licenciement qui doit être fait. On va se séparer de certains collaborateurs. Sauf que dans le licenciement, il y a 2 modes. Vous deviez licencier soit pour motif personnel, soit pour motif économique.
Motif personnel, il faudrait que la personne ait commis une faute qui va justifier son licenciement. Soit l'inaptitude, soit l'incompétence, ou encore des fautes liées de l'absentéisme, consommer de l'alcool au travail. Mais si la personne n'a pas commis on va dire quoi, ces méfaits, si la personne n'a pas commis ces méfaits, la seule alternative qui vous reste, c'est le licenciement économique. Le licenciement économique, c'est fait sous la base d'une autorisation express qui vous est accordée au chef de l'entreprise par la Direction générale de l'inspection du travail. Est-ce qu'il peut arriver que l'entreprise, elle cesse complètement son activité pendant un moment, peut-être que ça rentre dans la restructuration, et après revenir de plus belle avec une meilleure organisation? Oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle la mise en sommeil. Vous pouvez mettre votre entreprise en sommeil. Le temps pour vous de faire face à la conjoncture économique. Si la conjoncture économique, comme c'était le cas de la Covid, là, ne vous est pas favorable, l'exercice, vous avez des charges fixes qui seront là. Que vous fassiez des profits ou pas, ces charges-là seront là. Par exemple, les charges locatives, les salaires de vos employés. Et ça vous amène nécessairement à mettre l'entreprise en sommeil, le temps pour vous de connaître une meilleure conjoncture économique et de revenir. C'est prévu dans les textes, c'est prévu également dans les process d'une entreprise. Alors, je tiens là une de vos réalisations. Il s'agit d'un mensuel juridique et il est intitulé « La mort de l'entreprise, comment l'éviter ?» On sait qu'il n'y a pas de solution miracle pour sauver ou éviter la faillite d'une entreprise, mais est-ce qu'à l'intérieur, vous êtes en train de nous dire que vous proposez des solutions concrètes pour que une entreprise ne se retrouve pas en défaillance? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mensuel? Bon, il faut dire que c'est... Merci déjà d'avoir passé ça en revue. Je ne m'y attendais pas. Il faut dire que ce mensuel-là est déjà le premier du genre. Avant ça, il n'en existait pas. Et jusqu'ici, il en est encore le seul. Le thème a été choisi expressement. J'aurais pu commencer pour ce premier numéro avec la création d'entreprise. Mais je me suis dit, c'est bien de dire aux gens de venir en vie, mais c'est mieux de leur apprendre à se maintenir en vie. D'accord. Donc, dedans, je leur donne les ingrédients pour ne pas mourir. Exemple? S'entourer déjà d'un juriste qui va vous donner, c'est ce que les chefs d'entreprise, la bête noire des chefs d'entreprise, c'est les juristes. Ils voient le juriste comme quelqu'un qui va forcément percevoir des honoraires. Avoir un juriste en amont va vous garantir déjà la sécurisation et la maximisation de vos actifs. Si vous avez un juriste qui vous conseille en amont, il va de soi que le process que vous allez prendre, la trajectoire que vous allez prendre pour développer votre entreprise sera de moins en moins entachée d'embûches. Donc voilà quelque chose que je préconise, avoir une cellule de veille juridique qui va se fixer comme pour objectif d'observer tous les indicateurs de la vie socio-économique, parce que c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Quand ils créent une entreprise, ils veulent tout de suite être opérationnels. Il n'y a pas d'études préalables, il n'y a pas d'études de marché qui sont faites. Certains indicateurs, la matrice PESTEL, les indicateurs politiques, les indicateurs économiques, les indicateurs technologiques, environnementaux et légaux sont laissés pour compte parce que tout de suite, les gens veulent être opérationnels. Mais c'est normal qu'ils fassent faillite. Alors que si vous avez un conseil juridique en amont, qui vous dirait exactement qu'avant d'être opérationnel, avant d'exploiter ou de développer votre entreprise, voilà les préalables à accomplir. Et Madame Ocom, ils sont rares qui ont la prudence de commencer par ce travail préalable, à mener ces études-là, pour pouvoir assurer leur viabilité. Tout de suite, ils veulent être opérationnels. Heureusement, ces personnes pourront dorénavant compter sur ce mensuel. Juridique. Avant de nous séparer, Monsieur Gilles Lépébé, la question de l'internaute, c'est celle de Pierre, depuis Yaoundé au Cameroun. Il dit, est-ce que déclarer la faillite est la seule solution au surendettement d'une entreprise? Je crois que je répondais à cette question-là. Oui. Voilà. Non, ce n'est pas la question au surendettement, mais quand vous déclarez faillite, vous avez un bénéfice, celui d'être très tôt pris en charge par les organismes habilités. Qu'est-ce qui se passe quand vous déclarez faillite? Si vous avez des créanciers, le président du tribunal qui va homologuer le concordat qui contient la volonté du débiteur et des créanciers,
Le président du tribunal qui va prendre cette décision pour homologuer le concordat, par cette ordonnance qui est une décision de justice, va suspendre provisoirement toutes les poursuites judiciaires de vos créanciers. Voilà l'un des intérêts de déclarer faillite. Ça voudrait dire quoi, madame Ocom? Je suis votre locataire. J'héberge mon activité économique dans votre immeuble. Je vous suis redevable de 12 mois de loyer. Loyer 500 000 francs, ça fait 12 mois, ça fait quoi? 6 millions. Et vous êtes tout le temps là avec des procédures. Maître Gilles Lepébé, oui, payer. Je peux aller voir le président du tribunal pour déclarer faillite et puis on suspend provisoirement vos créances. Ça veut dire que pendant la période au cours de laquelle je serai amené à me restructurer, pendant la période au cours de laquelle on va procéder à au sauvetage de mon entreprise, votre loyer, je ne le payerai pas. D'accord. Voilà, on va suspendre provisoirement les poursuites et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il peut aussi arriver, dans le cas du concordat, à des remises des dettes. Je vous dois 6 millions, je peux convenir avec vous de vous remettre 4 millions au lieu de 6, parce qu'il vaut mieux toujours avoir quelqu'un qui vous paye que de n'avoir personne qui vous paye. Très bien. Donc, voilà, qui est dit. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gilles Lepébé. Je rappelle que vous êtes conseil juridique. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je rappelle qu'on parlait aujourd'hui de la faillite de l'entreprise. Alors, vous le savez, le nombre de défaillances d'entreprises a fortement chuté ou augmenté depuis l'apparition de la crise de la Covid-19. Les micro, petites et moyennes entreprises qui disposent de marges d'exploitation plus faibles ont particulièrement été touchées. Les affaires ont chuté, les liquidités ont tari, les emplois perdus et les entrepreneurs ont été contraints de réduire considérablement, voire de cesser leur activité. Si votre entreprise connaît des difficultés persistantes, plusieurs procédures sont prévues pour vous venir en aide. Exemple, vous rapprocher des experts tels que Monsieur Gilles Lepébé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir et à très bientôt. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.